On a voulu faire des femmes qui soient au travail exactement comme des hommes. Et pour avoir des femmes qui soient au travail exactement comme des hommes, il n'y a pas 50 000 solutions. Il ne faut pas qu'elles soient mères. En ce qui me concerne, pendant ma première grossesse, le seul médicament qui fonctionnait pour me soulager, il s'appelle le Cariban. C'est 25 € la boîte, qui vous dure 15 jours. Et il n'est absolument pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc c'est quand même très agaçant quand on voit par ailleurs que la sécurité sociale rembourse, ça vous intéresse, les transitions de genre à 100%. Bienvenue sur Feméliste. Feméliste, Feméliste, Feméliste. Là où les esprits libres prennent le pouvoir. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui osent déranger, bousculer et inspirer. Aujourd'hui, sur Feméliste, nous recevons Eve Wagerland, docteur en lettres, mère et enseignante dans un collège. Elle a écrit un livre qui a retenu notre attention. L'effacement des mères, du féminisme à la haine de la maternité. À travers nos prises de position contre les dérives de l'idéologie transgenre, nous avons souvent été confrontés à l'effacement des femmes et de leurs spécificités biologiques. Par exemple, on accepte désormais que des hommes s'identifiant comme femmes participent à des compétitions féminines en ignorant les différences biologiques. Ceci est profondément injuste et efface de l'histoire des femmes championnes au profit d'hommes. Face à ce nouveau paradigme inquiétant, il nous a semblé essentiel d'aller plus loin dans la réflexion et d'aborder la spécificité la plus fondamentale des femmes, leur capacité à donner la vie, ainsi que la manière dont cette différence est traitée aujourd'hui. Avec Eve Wagerland, nous parlerons donc de l'effacement des mères dans notre société. On sait que la natalité en France connaît une baisse significative depuis plusieurs années. Alors, pourquoi la maternité est-elle de moins en moins valorisée ? Quels courants féministes ont conduit à l'idée qu'il serait peut-être préférable de ne pas avoir d'enfants ? Pourquoi les politiques françaises ne favorisent-elles pas davantage les femmes qui souhaitent devenir mères ? Et surtout, que pourrait-on mettre en place pour redonner aux femmes l'envie d'avoir des enfants ? Si aucune de nous deux n'est mère pour l'instant, nous trouvons que ces questions sont trop souvent ignorées par les féministes et ça nous semble urgent de les mettre sur la table. Mais afin d'éviter toute confusion et attaque gratuite, nous précisons en ce début d'entretien que Marguerite et moi sommes pour le droit à l'avortement, mais que nous pensons qu'il est nécessaire de discuter du sujet ouvertement et sans tabou avec des femmes qui pourraient peut-être avoir d'autres opinions. Eve Wagerland, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Donc on vous reçoit pour parler de votre livre « L'effacement des mères ». Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Comment cette prise de conscience de l'effacement des mères dans la société s'est faite pour vous personnellement ? Est-ce que vous en aviez conscience avant d'avoir un enfant ? Alors j'avais conscience, disons, de vivre dans une société de ringardisation un peu des structures traditionnelles, y compris la famille. Mais en revanche, je n'avais pas conscience concrètement des difficultés matérielles qu'on rencontre quand on est mère. Ça, je l'ai découvert par l'expérience. Donc c'est toute une partie du livre qui est consacrée à ça, parce que ça, effectivement, la maternité m'a ouvert les yeux. Et par ailleurs, il y avait aussi une réaction à la multiplication des ouvrages sur le regret d'être mère, etc. Je ne sais pas si ça m'a frappée avant ou après la maternité, mais dans tous les cas, j'étais extrêmement étonnée de la prolifération de ce thème, et ça m'a fait réagir, ça m'a donné envie d'écrire le livre aussi. Donc vous étiez déjà maman lorsque vous avez pris le temps d'écrire ce livre. Oui, tout à fait. Ils ont quel âge vos enfants et vous les avez eus à quel âge ? Alors j'ai une petite fille qui a 2 ans et demi et je l'ai eue, j'avais 31 ans je crois. Là j'en ai 34. Ok. Alors dans le livre, vous écrivez « Dans le féminisme moderne, la négation de la différence des sexes a poussé à rejeter en priorité la première caractéristique du féminin, à savoir la possibilité de porter la vie. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel rôle a joué le féminisme dans ce que vous appelez la haine ou le rejet de la maternité ? Oui, en fait, la maternité, c'est une donnée biologique première de la femme. Quelque chose qui est difficile, une réalité difficile à contourner et qui a beaucoup gêné, je pense, le féminisme. Parce que le féminisme contemporain, qui découle du beauvoirisme et d'une idéologie qui est née dans les années 60-70, repose... Enfin, ce que je dis dans le livre, c'est qu'il ne défend pas les femmes en tant que femmes,
dans leur spécificité, y compris biologique donc, mais qu'ils recherchent avant tout une indifférenciation en fait totale entre l'homme et la femme. Et à partir de là, toutes les spécificités biologiques féminines ne vont pas intéresser en fait les féministes. Elles vont soit détourner le regard, soit carrément le rejeter. Dans ce féminisme contemporain, il y a par ailleurs la quête de l'autonomie financière de la femme qui prime absolument sur tout. Alors je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas être autonome financièrement quand on est une femme, mais en fait le problème c'est qu'on a voulu faire des femmes qui soient au travail exactement comme des hommes. Et pour avoir des femmes qui soient au travail exactement comme des hommes, il n'y a pas 50 000 solutions. Il ne faut pas qu'elles soient mères, en fait, parce que la maternité est incompatible avec le fait d'être au travail exactement comme un homme. Donc, je pense que c'est pour ça, dans ce désir d'une autonomie financière, mais qui a au final été poussé jusqu'à l'indifférenciation totale homme-femme, la négation de la différence biologique, qu'on a rejeté la maternité parce que, et on le voit bien aujourd'hui, une des premières revendications des féministes, c'est l'égalité salariale totale. Et à base de chiffres qui sont souvent un peu biaisés parce qu'en fait, on ne compare pas à temps de travail égal, à formation égale, etc. Or, quand on regarde les études, ce qui fait que en moyenne, les femmes gagnent un petit peu moins que les hommes, c'est parce que la cause, c'est la maternité. C'est parce qu'elles vont avoir davantage de congés, de temps partiel. À partir de là, la maternité est présentée par le féminisme comme un problème, en fait, qui empêche les femmes de travailler et de gagner exactement comme des hommes. Alors, vous avez commencé à en parler, mais on va revenir précisément sur Simone de Beauvoir. Oui. Dans la première partie du livre, vous explorez donc l'impact du livre Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir sur le féminisme moderne. Quelle était la conception de Simone de Beauvoir de la maternité et qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Qu'est-ce que vous avez à critiquer? Alors, quand on prend vraiment la peine de lire entièrement le deuxième sexe, on se rend compte, enfin moi c'est ce qui m'a frappée en tout cas, que Simone de Beauvoir n'a pas un rapport très rationnel à la maternité. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une haine, un rejet viscéral de la maternité chez elle, qui est peut-être dû à des causes personnelles. On sait qu'elle a eu un rapport très conflictuel à sa mère. Toutes les expériences de la maternité dans sa vie sont négatives. Hein. Il y a aussi dans Les Mémoires d'une jeune fille rangée l'expérience de son amie Zaza, qui a été extrêmement douloureuse dans le rapport avec sa mère. Est-ce que ça vous embêterait de développer un petit peu là-dessus sur Zaza et puis le rapport de Simone de Beauvoir à sa mère? Je ne suis pas sûre que tout le monde sache exactement de quoi. En fait, dans Les Mémoires d'une jeune fille rangée, ce qu'on peut voir, c'est que ce soit Simone ou son amie Zaza sont élevées dans un carcan traditionnel avec des mères très pieuses, très catholiques. Simone fait le choix en fait de rejeter ça, elle s'en libère, et Zaza, au contraire, va plutôt se soumettre à sa mère et devenir très malheureuse. Et en fait, ce choix est pratiquement rendu responsable de sa mort précoce à la fin du livre. Alors qu'en réalité, l'amie de Simone de Beauvoir est morte d'une maladie, ça n'avait rien à voir avec son rapport avec sa mère. Mais en tout cas, cette question de conflit avec voilà, une figure maternelle très traditionnelle est vraiment au cœur du livre. Et évidemment, ça conditionne l'expérience de la maternité de Simone de Beauvoir. Par ailleurs, elle n'a pas été mère, donc elle fait des pages et des pages dans Le deuxième sexe sur la maternité, à partir de ce rapport qu'elle a connu avec sa mère, mais sans connaître elle-même la maternité, qu'elle rejette. Et on sent que, encore une fois, pour une philosophe, moi j'ai été assez déçue parce qu'on sent qu'elle n'est pas dans un discours rationnel, en fait. Elle évoque la maternité uniquement sous l'angle de la névrose, elle évoque des mères qui sont frustrées, sexuellement parce que soumises à leur mari et qui du coup vont prendre leur revanche en dominant leur enfant dans un rapport castrateur. C'est vraiment, toutes les évocations de la maternité sont horribles. Hein. Alors moi, je n'ai pas tout à fait le même avis que vous là-dessus, c'est-à-dire que toutes ces parties où voilà, elle explique que la femme serait asservie à l'espèce, qu'il n'y aurait pas de transcendance pour les femmes, qu'il serait impossible pour les femmes de s'arracher à l'animalité, qu'il y a une compensation dans un rapport érotique à l'enfant, que l'enfant est quelque part un petit étranger, que voilà,
On peut avoir des rivalités avec sa fille, et comme vous dites, carrément des pulsions de domination, que le plaisir que l'homme goûte auprès des enfants, c'est-à-dire se sentir supérieur, la femme ne le connaît qu'auprès des enfants, etc. Moi, quand je lis ça, alors je dis pas que c'est l'expérience globale de la maternité, et sachant que je suis pas moi-même mère, je suis peut-être pas la mieux placée pour en parler, mais en tant que fille, justement, en tant que voilà, j'ai une mère, et bien il y a quelque chose là-dedans qui me parle en tant que fille. J'ai l'impression qu'elle décrit quand même des émotions ou des sentiments peut-être très tabous de la maternité ou du ressentiment justement qu'une fille peut avoir peut-être envers sa mère. Donc moi, j'aurais tendance à pas balayer ça, mais à me dire que c'est une expérience parmi d'autres, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, il y a plein de choses qui sont très intéressantes dans le deuxième sexe, hein. Moi, je veux dire, ça m'a intéressée, ça m'a ouvert les yeux sur des tas de choses également. Moi, par exemple, j'ai pas du tout eu ce rapport conflictuel avec ma mère, donc je ne le connais pas, c'est vrai, et ça m'a fait découvrir certains aspects de la réalité. Le problème, c'est de se focaliser uniquement là-dessus, uniquement sur les aspects négatifs, dans un livre qui est, encore une fois, supposé être celui d'un philosophe qui doit quand même prendre de la hauteur sur l'expérience générale. Et est-ce que ces choses-là ne relèvent pas quand même de l'exception dans le cadre de la maternité? C'est une question qu'on peut se poser. Et par ailleurs, c'est un livre qui est fondateur du féminisme contemporain, donc qui fonde encore une fois le féminisme dans une hostilité totale à la maternité, ce qui est un problème, puisqu'à partir de là, chaque fois qu'on va faire des revendications en fait en faveur des femmes, on ne va jamais le faire en considérant les femmes comme des mères potentielles. Et ça, pour moi, c'est un gros problème dans la défense en fait des femmes à l'heure actuelle, c'est que on s'occupe d'écriture inclusive, de tas de choses, mais jamais on défend les femmes en tant que mères, on les aide dans leur maternité. Oui, j'entends tout à fait. Après, moi, ce que je me dis, c'est que elle devait pas avoir conscience de l'influence peut-être majeure qu'elle allait avoir. C'est toujours compliqué a posteriori de reprocher aux auteurs les conséquences de leurs écrits, mais en l'occurrence, je pense les conséquences de l'œuvre de Simone de Beauvoir sont assez lourdes sur notre société. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la vague écoféministe dont vous parlez dans le livre, qui pousse les femmes à ne pas avoir d'enfants pour des raisons écologiques? Dans ce féminisme, il y a une sorte de parallèle entre l'idée de l'homme colonisateur des terres et des femmes en même temps. Il coloniserait les deux à la fois. Oui. Alors, cette théorie, elle vient de Françoise d'Aubonne, qui est aussi une Française, qui a écrit dans les années 70, plus tard que Simone de Beauvoir, et c'est elle qui a fondé le concept d'écoféminisme. Et donc sa théorie repose sur l'idée que les hommes colonisent l'utérus des femmes exactement comme ils ont colonisé la planète. C'est une grille de lecture, on pourrait dire, néo-marxiste, hein, qui repose toujours sur des schémas dominants-dominés. Globalement, il s'agit de dénoncer de manière univoque le mal blanc, patriarcal, occidental, hétérosexuel, voilà, qui est l'ennemi numéro 1 de cet écoféminisme, qui serait responsable de tous les maux de la terre et aussi donc du malheur et de la soumission de la femme. Donc je pense que c'est une idéologie qui est assez contestable pour des tas de raisons, notamment parce qu'on voit clairement à l'heure actuelle que le patriarcat n'est pas l'apanage seulement de l'homme occidental, ce serait même un patriarcat souvent bien plus marqué dans d'autres sociétés. Et par ailleurs, Françoise d'Aubonne considère le fait de faire des enfants comme néfaste pour la planète. Donc ça, c'est une idéologie qui me paraît tout à fait délétère, d'autant qu'elle est très à la mode maintenant chez les jeunes, qui la reprennent, je pense, d'une manière assez hypocrite. En fait, elle leur sert d'excuse à un individualisme forcené dans la nouvelle génération. On a quand même une mode de la stérilisation chez les jeunes, via des médias assez populaires comme Combini, etc. Et ces jeunes se font stériliser, rejettent complètement le fait d'avoir des enfants, sous prétexte que ça serait mauvais pour la planète, alors que par ailleurs, ils développent des comportements complètement néfastes sur le plan écologique. Ils ont un rapport au téléphone portable, aux réseaux sociaux qui est hyper consommateur. Et on sent que voilà, ça leur sert surtout d'excuse
pour se recroqueviller sur eux-mêmes et vivre de manière, là pour le coup, vraiment individualiste, d'un individualisme poussé à l'extrême. Alors, vous critiquez les livres et contenus sur le regret d'être mère qui pullulent un peu actuellement voilà, sur la toile, dans les librairies et tout. Et vous dites qu'il s'agit d'une nouveauté, à la fin de votre livre, vous dites ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que finalement, de tout temps, certaines femmes n'ont pas aimé être mères et qu'il est aussi, dans une certaine mesure, libérateur de pouvoir le dire? Je vous pose la question une fois de plus parce que j'ai toujours pensé que ma mère n'a pas aimé être mère, pour pas mal de raisons différentes. Et moi, j'ai toujours préféré que les femmes le disent, même si c'est douloureux à entendre ou même à comprendre en tant qu'enfant. Voilà, donc c'est pour ça que quelque part je vous disais que ce que raconte Simone de Beauvoir ne m'est pas tout à fait étranger. Est-ce que dans une certaine manière vous ne pensez pas que certaines vérités seraient bonnes à taire? Non, mon idée, c'est absolument pas de bâillonner les femmes qui connaîtraient des difficultés dans la maternité. D'ailleurs, j'en aborde plein dans le livre. Je ne cache absolument pas les difficultés qui sont liées à ça. Je pense effectivement que de tout temps, il y a eu des femmes qui ont souffert dans la maternité. Ce qui me pose problème, en fait, c'est l'angle par lequel on aborde ça. C'est-à-dire cette espèce d'effet de mode, hein, quasiment, qui consiste... alors effectivement, il y a dû avoir à une époque une certaine libération de la parole pour certaines femmes qui ne devaient pas se sentir autorisées auparavant à dire que la maternité avait été pénible pour elles ou ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on a encore une fois basculé dans une sorte d'extrême inverse où on encourage en fait à l'envi l'épanchement de ce sentiment de manière encore une fois très individualiste, c'est-à-dire que on invite les femmes à s'épancher là-dessus et on résume l'expérience de la maternité au regret d'être mère, à tel point qu'on le voit encore une fois dans les médias fréquentés par les jeunes. Certains jeunes disent non mais moi je veux pas essayer d'avoir des enfants parce que j'ai peur de regretter ensuite. Donc ça devient en fait un élément du discours du rejet de l'enfant. Et donc voilà, je trouve ça assez triste parce que on peut tout à fait admettre des souffrances de la femme dans la maternité, mais inviter les femmes, et pour moi c'est le message qu'offre le christianisme, il ne nie jamais les souffrances, mais il nous aide à les transcender, en fait, notamment dans l'amour de notre enfant, parce que malgré tout, sauf de très très rares exceptions, même les femmes qui ont souffert dans la maternité aiment leurs enfants. Elles disent qu'elles les aiment malgré tout. Et je pense que ce serait plus positif d'aider ces femmes à, encore une fois, surmonter, transcender ces souffrances en les assumant tout à fait, mais en les dépassant dans l'amour de leur enfant. Par exemple, à travers une notion comme celle de sacrifice, que l'individu moderne ne veut plus en entendre parler. C'est très beau, le sacrifice. Même Jean-Paul Sartre, qui était le compagnon de Simone de Beauvoir, disait qu'on devient vraiment un homme le jour où on a trouvé une chose pour quoi mourir. Et en fait, dans la vie ordinaire de la plupart des gens, cette chose, ça sera leur enfant. C'est rare, en fait, des expériences où on trouve une autre raison de mourir, en fait, dans une vie humaine. Alors que la plupart des gens, je pense, pourraient dire qu'ils seraient capables peut-être de mourir pour leur enfant. Et donc cette notion de sacrifice, on l'a au fond de nous, en fait, on ne l'a pas perdue, on continue de trouver ça beau. Donc moi, je préfère mettre ça en avant, sans nier les souffrances liées à la maternité, plutôt que d'épancher ce regret et de s'arrêter là, en fait. Surtout que je trouve qu'envoyer ça à la figure de ces enfants, c'est quand même très dur. Pour vous, le sacrifice, c'est une valeur, une notion chrétienne? Oui, puisque le Christ, en fait, est un personnage sacrificiel. Vous êtes croyante? Oui. D'accord. Et donc, j'imagine que votre livre est empreint, du coup, enfin, je ne sais pas comment dire. J'imagine que le christianisme, du coup, a pour vous une importance par rapport à votre vision de la maternité. Qu'est-ce que vous pensez que le christianisme a apporté aux femmes, aux mères? Quel lien vous faites? Alors, il y a un lien énorme, en fait, surtout dans notre culture, hein, puisque le christianisme a fait de la mère et de son enfant des figures sacrées.
à travers la figure de la Vierge Marie. On est à la période de Noël. On va célébrer en fait la naissance d'un enfant, d'un bébé. Il va faire l'objet d'une forme de vénération, d'adoration, et sa mère, la Vierge Marie, également. Donc je pense que le christianisme a porté au plus haut la figure de la mère. La mère est respectée en tant que... elle apporte la vie dans la plupart des sociétés, hein. Mais le christianisme en a fait, par-dessus le marché, une figure sacrée. Et on voit par ailleurs que dans les civilisations chrétiennes, il y a quand même... Alors c'est tout le paradoxe du féminisme contemporain, justement, qui s'est beaucoup construit en opposition au christianisme, alors qu'en fait, quand on regarde le monde, on voit que où est-ce que le féminisme est le plus virulent? C'est en Occident, dans les sociétés de culture chrétienne, c'est-à-dire là où la femme est quand même la plus libre. Ce n'est pas pour nier qu'il y a eu des inégalités énormes par le passé entre les hommes et les femmes, mais les femmes sont clairement plus libres en Occident que dans le reste du monde. Et en fait, c'est grâce au christianisme. On prend un exemple tout bête, par exemple le mariage chrétien. Aujourd'hui, on ne voit plus que l'inconvénient, c'est-à-dire l'interdiction du divorce. Donc on voit essentiellement la privation de liberté du point de vue de l'individu moderne. Mais en fait, à l'origine, quand on compare notamment aux autres sociétés, qu'est-ce que c'est que le mariage chrétien? C'est l'interdiction pour l'homme de répudier sa femme, c'est l'interdiction de la polygamie, des réalités qui existent encore dans plein de sociétés à l'heure actuelle, notamment dans l'islam. C'est une protection énorme pour la femme, le fait de ne pas pouvoir se faire répudier, le fait de ne pas avoir un mari qui peut avoir plusieurs épouses. Et ça, tout au long du Moyen-Âge, les moines ont lutté. J'évoque le livre de Georges Duby dans mon propre livre. Il raconte comment, dès les premiers siècles du Moyen-Âge, les moines se sont battus contre des seigneurs qui n'avaient pas très envie de cette contrainte pour leur imposer, en fait, ce mariage où ils ne pourraient pas répudier leur femme. En plus, le mariage chrétien repose uniquement sur le libre consentement mutuel des deux époux. Et ça aussi, c'est Christophe Orlage qui le rappelle. Parfois, le christianisme a été en porte-à-faux avec la société civile. La société civile souhaitait, par exemple, qu'il y ait une autorisation parentale dans le mariage, qu'on ait l'accord des parents. Mais le mariage chrétien, ça n'est pas ça. Normalement, c'est uniquement le consentement mutuel des deux époux. Quand on compare encore une fois à d'autres formes de mariage, je reprends le cas de l'islam, un mariage selon la loi islamique, c'est une affaire juridique qui se règle entre l'époux et le père de la mariée. À la limite, elle n'a même pas besoin d'être présente, donc ça n'a rien à voir. Par ailleurs, il n'y a pas d'engagement de fidélité de la part du mari, il n'est pas question de porter une alliance, ce genre de choses, puisque par définition, le mari a droit à plusieurs épouses. Donc, on est dans une réalité où la femme est bien moins protégée, évidemment. Et juste avant, vous évoquiez les difficultés liées au fait d'être mère. Quelles sont ces difficultés selon vous? Alors, elles sont nombreuses dans la société d'aujourd'hui, et précisément parce que le féminisme ne s'occupe pas d'aider les mères. On ne milite jamais pour un allongement du congé maternité, pour le droit au mode de garde et ce genre de choses. Donc c'est très compliqué à divers égards, un peu à toutes les étapes en fait de la maternité. Ça commence par la grossesse. On peut prendre l'exemple du premier trimestre, qui est complètement ignoré en fait de la société, du corps médical. En fait, quand vous êtes dans le premier trimestre de grossesse, pour certaines femmes, c'est le moment qui va être le plus pénible de la grossesse. Avec des nausées qui peuvent aller jusqu'à des vomissements, des vertiges, ça peut être très douloureux. Il y a des petits épisodes dépressifs aussi qui sont possibles. Et à ce stade de la grossesse, il n'y a pas de déclaration de grossesse officielle. Donc, par exemple, aux yeux de votre employeur, vous n'êtes pas enceinte. Aux yeux du corps médical, non plus. Ça veut dire que, par exemple, une femme qui demanderait un arrêt de travail dans cette période, elle va avoir un jour de carence. Elle va perdre des journées de salaire. Parce que c'est officiel qu'à partir de 3 mois? C'est ça. C'est seulement à l'échographie du 3e mois qu'il y a la déclaration officielle de grossesse. Tout ce qui se passe si avant... sur le test de grossesse... Ok, donc ça n'existe pas administrativement? C'est ça, tout à fait. Donc, si on prend un arrêt dans ce premier trimestre de grossesse, on aura le jour de carence. On n'est pas considéré comme femme enceinte. Par ailleurs... il n'y a pas d'adaptation au travail pendant cette période-là qui, encore une fois, peut être très difficile.
Les médicaments qui permettent de soulager les nausées. Encore une fois, on est dans un idéal de société où la femme va être au travail pendant toute sa grossesse, battante, etc. Donc le minimum, ça serait que les médicaments qui sont efficaces contre les nausées, ce genre de choses, soient remboursés. Or, ça n'est pas le cas. Je sais qu'en ce qui me concerne, pendant ma première grossesse, le seul médicament qui fonctionnait pour me soulager, il s'appelle le Cariban, c'est 25 € la boîte, qui vous dure 15 jours, et il n'est absolument pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc c'est quand même très agaçant quand on voit par ailleurs que la sécurité sociale rembourse, ça vous intéresse, les transitions de genre à 100%, qu'elle rembourse les opérations de stérilisation chez des jeunes filles de 20 ans à 100%, des opérations qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Mais voilà, une femme enceinte qui doit se rendre au travail, elle n'a pas son médicament remboursé. Ça fait partie des aberrations de notre système, clairement. Dans votre livre, vous remettez carrément en question le travail pendant la grossesse tout court. Et aussi, vous laissez entendre que si les femmes travaillaient moins pendant leur grossesse, il y aurait moins de fausses couches et d'enfants prématurés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il me semble que vous citez aussi quelques études en disant qu'il y aurait de 80 à 90% de moins de fausses couches et d'enfants prématurés, selon des études faites au Danemark, Belgique et Irlande, quand les femmes ne travaillent pas pendant la grossesse. Alors, c'est vraiment au stade de pure hypothèse dans mon livre, parce que je ne peux pas m'avancer là-dessus. Oui. En fait, pendant le Covid, dans certains pays, ils en ont profité pour regarder ce qui se passait au niveau des grossesses pendant le confinement. Voir ce qui se passait quand les femmes ne travaillaient pas du tout en fait pendant leur grossesse. Et certaines cliniques ont constaté des baisses drastiques en fait du nombre de fausses couches et d'accouchements prématurés. C'est vrai que pour une femme enceinte, les transports pendant parfois des heures tous les jours, le stress lié au travail, etc. Effectivement, est-ce que ça ne peut pas être cause de certaines fausses couches? Alors, il n'y a pas eu d'études équivalentes en France, ou alors elles constatent des baisses beaucoup moins importantes. Dans tous les cas, il me semble qu'on n'a pas voulu s'intéresser au sujet ni en discuter parce que l'obsession permanente de nos politiques sur la question des femmes et du travail, c'est au contraire que les femmes s'éloignent le moins possible du travail. Tout est fait pour cela. C'est pour ça qu'il y a très peu de congés liés à la maternité, etc. Le prétexte, c'est que les femmes ne s'éloignent pas trop du travail, qu'elles ne se retrouvent pas écartées du travail. On a peur que des femmes ne reprennent pas ensuite en fait, le travail à la suite de la maternité, ce qui est une peur qui se comprend. Mais malheureusement, ça se fait au détriment du confort des femmes. Et notamment, il me semble que pendant la grossesse, ça devait vraiment être le choix de la femme, en fait. Il y en a qui vont avoir horreur de rester statiques, qui ont envie de continuer à travailler jusqu'au bout, de rester dynamiques, qu'elles le fassent. Mais celles qui se sentent mal, celles qui ont simplement envie de couver tranquillement à la maison, de prendre soin d'elles et de leur bébé, devraient aussi pouvoir le faire sans culpabiliser. Or, il y a une pression énorme pour que la femme travaille en fait jusqu'à... Voilà, les femmes qu'on estime sont celles qui vont travailler jusqu'à leur 8e mois sans broncher. Là, on se dit chapeau et on va un peu mépriser. Et par ailleurs, de la part du corps médical, là aussi, je l'ai expérimenté pendant ma première grossesse, toujours sur la question du premier trimestre. Ça peut être très compliqué d'obtenir un arrêt, alors que vous avez des vomissements, que vous êtes extrêmement mal. La première fois, je crois que le médecin m'a arrêté 2-3 jours. Mais en fait, des nausées de grossesse, ça passe pas en 2-3 jours. Donc, il y a vraiment une prise en compte insuffisante de ces souffrances. Donc le congé maternité ne dure que 2 mois et demi. Selon vous, c'est trop court. Vous écrivez 10 semaines. Voilà ce que la France offre aux mères, alors que nous faisons partie d'un des pays les plus imposés au monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi 2 mois et demi, c'est trop court? Tout à fait. Alors, il y a un argument, il me semble que le meilleur argument, c'est la préconisation de l'OMS sur l'allaitement. L'OMS recommande très fortement l'allaitement exclusif du bébé jusqu'à 6 mois. Or, une femme qui doit reprendre le travail quand son enfant a 2 mois et demi, c'est une femme qui, dans 90% des cas, va devoir le sevrer. Il y en a qui vont pomper leur lait, le stocker, enfin, c'est un cauchemar organisationnel. Donc, en général, l'enfant est sevré quand la mère reprend le travail. Et honnêtement, à 2 mois et demi, c'est très violent. C'est très tôt. Si on n'a pas les moyens de prendre 1 mois ou 2 de congé parental supplémentaire,
C'est extrêmement jeune. À 2 mois et demi, le bébé est encore microscopique, complètement dépendant de la mère. Et c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, on met pas mal de pression sur les femmes pour qu'elles allaitent. Euh, dans la période précédente, il y avait vraiment la mode du lait infantile pour que justement la femme ne soit pas asservie à son enfant. C'était vraiment dans l'idée de la libération de la femme. On avait détaché la femme de l'allaitement. Aujourd'hui, au contraire, comme on est plutôt dans une perspective écolo, on y revient. On dit de nouveau que le lait maternel est le meilleur pour l'enfant. Et à côté de ça, on demande aux femmes de retourner à leur travail à 2 mois et demi. Et il faut savoir que là-dessus, la France est vraiment en retard par rapport aux autres pays européens qui offrent des congés parentaux beaucoup, mais beaucoup plus généreux. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre le congé maternité et le congé parental? Qu'est-ce que c'est? Et puis voilà, en termes d'indemnisation, enfin voilà. Tout à fait. Alors, le congé maternité ou paternité, ça c'est un congé obligatoire qui est très bien indemnisé, mais très court. C'est 25 jours pour les pères et donc 10 semaines pour les mères. C'est les fameux 2 mois et demi dont je parlais. Après ça, en France, on peut jusqu'aux 3 ans de l'enfant, théoriquement, prendre un congé parental. Mais là, vous êtes indemnisé très très mal, à hauteur de quelques centaines d'euros. Il faut vraiment être très à l'aise financièrement pour pouvoir se permettre ça. C'est quoi, c'est 400 € il me semble? Même pas. Enfin, D'accord. je sais que moi, dans ma C'est situation... moins qu'un RSA. Ah oui, c'est vraiment ridicule en fait. Donc c'est très insuffisant. Quand on voit que par exemple en Allemagne, on peut s'arrêter 1 an en conservant 3/4 de son salaire, que dans des pays comme la Suède, on a un congé parental encore plus long, indemnisé à 80% du salaire. Je crois qu'au Portugal aussi, c'est quelque chose d'équivalent. Enfin, dans la plupart des pays européens, sauf la Grande-Bretagne, je crois, qui n'est pas très bien lotie non plus, c'est normal en fait de s'arrêter à peu près 1 an, en tout cas 6 mois à 1 an quand on a un enfant. C'est normal pour la mère et ça ne pose pas de problème financier. En France, il faut vraiment pouvoir le financer soi-même si on veut s'arrêter comme ça. Et donc, en termes de politique publique, vous estimez que la France, quelles sont les marges d'amélioration de la France? Vous, de quoi est-ce que vous rêveriez Alors, là, actuellement, je vous avoue que je rêverais en premier lieu d'un service public pour la garde d'enfants parce que, justement, je suis dans une situation... Précisément en ce moment, ça tombe à pic pour vous en parler. J'ai appris que j'avais perdu la place en crèche de ma fille, en fait. Donc là, j'ai 15 jours, en fait, pour trouver un autre mode de garde. Pourquoi vous avez perdu? En fait, on avait une place dans une crèche privée. Avec mon mari, pourtant, nous sommes tous les 2 fonctionnaires, enseignants, on ne gagne pas des sommes astronomiques. On n'a jamais obtenu de place en crèche publique à Paris, alors qu'on la demande depuis 2 ans. Mais là aussi, il faut savoir que d'abord, ces structures sont pas suffisamment développées. Moi, je trouve qu'en fait, la place en crèche publique pour un couple qui travaille les 2 membres à plein temps, ça devrait être automatique. En réalité, c'est très compliqué d'en avoir une, d'autant qu'il y a des critères de priorité pour les attributions des places en crèche qui sont assez douteux, selon moi. Notamment, on donne prioritairement certaines places en crèche à des personnes qui ne travaillent pas, qui sont au chômage ou au RSA, sous prétexte de leur permettre de retrouver un emploi. Donc quand vous vous retrouvez en fait sans mode de garde, alors que vous devez retourner au travail, et qu'on vous explique qu'il y a des places prioritaires pour des gens qui sont au RSA, vous devenez fou. C'est vous qui allez finir au RSA. Oui, c'est ça en fait. On devient fou, c'est absurde. Et donc nous, comme on est traité dans une crèche privée, dans les crèches privées, il y a beaucoup de berceaux qui sont réservés par les entreprises. Donc avec des bébés qui sont prioritaires en fait, parce que les entreprises s'occupent pour leurs salariés, ce que ne fait pas l'État. Là, en l'occurrence, voilà, il y a un bébé prioritaire qui arrive et nous, on est exclus de la crèche. Et ça, c'est le cauchemar absolu pour tout parent d'enfants en bas âge. L'année dernière, je me souviens d'avoir vu une collègue pleurer en salle des profs parce que sa nounou l'avait laissé tomber. En fait, vous devez aller à votre travail et vous n'avez pas de solution de garde pour votre enfant. C'est vraiment l'angoisse totale aujourd'hui. Ça n'est pas normal, alors que justement, on fait tout un discours sur le fait qu'il faut que les femmes soient au travail comme des hommes, qu'elles gagnent autant, etc. Le mode de garde, ça devrait être automatique en fait. Or, c'est une angoisse. On n'a pas assez de puéricultrices. Enfin, où se situe le véritable problème? Alors, encore une fois, je pense que l'État n'en a pas suffisamment fait sa priorité.
Il y a un manque de personnel, ça c'est certain. Mais encore une fois, on sait que dans ce type de domaine, le manque de personnel est souvent lié à un manque de moyens. Si les assistantes maternelles qui travaillent en crèche étaient davantage payées dans de meilleures conditions, il n'y aurait pas de problème de recrutement. Pas des métiers attractifs, c'est ça? Non, ce n'est pas des métiers suffisamment attractifs. Et par ailleurs, je pense, mais alors ça c'est vraiment un problème très global au niveau de la société française, que on leurre beaucoup de jeunes en fait en leur faisant croire qu'ils ont un niveau licence, master, etc. Ce qui fait qu'ils ne s'orientent pas vers ce type de profession, alors qu'en fait ils n'ont pas en réalité le niveau de la licence et du master. Donc ça fait qu'on manque en fait de personnel dans tout un tas de petites professions comme ça. Et en réalité, les jeunes devraient beaucoup plutôt être orientés vers des apprentissages, des formations pratiques. Ça n'a aucun sens d'envoyer au niveau du bac toute une catégorie d'âge, alors que en fait, ça ne correspond pas à un niveau réel. Et voilà, quand je vois le nombre de chômeurs dans le pays, etc., et qu'ensuite on me dit qu'on ne trouve personne pour travailler dans les crèches, je ne comprends pas trop. Je pense qu'il y a vraiment des réformes structurelles à mettre en place. Et encore une fois, si c'était la priorité de l'État, on pourrait tout à fait avoir un droit au mode de garde, comme en fait ensuite on a un droit à la scolarisation à partir de 3 ans. Et qu'est-ce que la mairie, l'État, les institutions vous répondent en fait quand vous êtes dans ce type de situation là que vous décrivez, que vous n'avez pas de crèche en place, accès à la crèche publique, quel est le discours que vous recevez? En fait, on n'a pas d'interlocuteur, donc on ne reçoit pas vraiment de discours. Ce qu'on peut faire, c'est régulièrement faire une demande auprès d'une commission qui ensuite vous envoie un message pour vous dire que votre demande a été rejetée. C'est extrêmement bureaucratique. Voilà, donc là, dans notre situation actuelle, qui est une situation d'urgence, on va mettre en œuvre tout ce qui est possible pour essayer de trouver une solution, mais on est vraiment livré à nous-mêmes dans ce genre de cas, les parents. Et donc du coup, souvent les gens ont recours à des nounous. Quel est le coût d'une nounou? Alors ça peut être très élevé pour les familles. Je sais qu'à Paris, des couples que je connais, comme la nounou, il faut lui constituer un salaire quand même complet. Mettons qu'elle garde 2 enfants, chaque couple va devoir la payer plus de 1 000 euros. Alors ensuite, on a des déductions d'impôts sur cette somme, mais il faut attendre et il faut pouvoir avancer tous les mois plus de 1 000 euros pour la garde de son enfant. C'est extrêmement coûteux. Donc c'est aussi un souci. Moi, je sais que dans l'idée d'être mère, il y a ce souci de l'argent. Alors je sais que c'est aujourd'hui assez tabou d'en parler. Je me rappelle d'un post sur Facebook de quelqu'un qui disait combien ça coûte par mois d'avoir un enfant. Et il y avait des commentaires d'insultes et d'insultes et d'insultes de gens qui disaient mais quand on fait un enfant, on ne pense pas à ça. Parce que moi, je pense qu'il faut absolument penser à ça. Et j'ai aussi l'impression qu'aujourd'hui, finalement, il y a aussi peut-être beaucoup de femmes qui ne se dirigent pas vers la maternité pour toutes ces raisons, pour des raisons aussi de précarité, d'avoir l'impression que finalement, elles ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'elles n'ont pas les moyens. Vous en pensez quoi? Tout à fait. De toute façon, quand on regarde les études qui expliquent le fait qu'un certain nombre aujourd'hui, c'est 30% des femmes, je crois, qui disent ne pas vouloir avoir d'enfants. Mais quand on s'intéresse en profondeur aux raisons du rejet de la maternité, il y a tout un tas de raisons idéologiques qu'on a évoquées au début, le truc écoféministe, etc. Mais il y a énormément de gens, bien sûr, qui repoussent le fait de devenir parents en raison de problèmes matériels. C'est évident. Quand vous voyez, effectivement, rien que pour la question de la garde, les sommes qu'il faut être en mesure d'avancer. Par ailleurs, c'est vrai qu'on a envie de devenir parents une fois qu'on est tous les deux quand même en emploi. Or, aujourd'hui, je l'évoquais aussi tout à l'heure, il y a les études qui se prolongent indéfiniment et en plus, ça ne correspond pas à une augmentation du niveau scolaire. Donc, moi, je pense encore une fois qu'on devrait permettre aux jeunes de partir, dans bien des cas, dans des apprentissages, dans des formations beaucoup plus tôt, ce qui leur permettrait aussi d'être autonomes financièrement assez jeunes et donc de devenir parents plus tôt.
Aujourd'hui, voilà, on évoquait au début le fait que moi j'ai été mère pour la première fois à 31 ans. C'est la moyenne en fait à peu près à Paris pour avoir un premier enfant. C'est extrêmement tard. Je crois que le moment où la femme est la plus fertile dans sa vie, c'est entre 20 et 25 ans. Il faudrait vérifier, j'espère que je n'exagère pas, mais je crois que c'est comme ça extrêmement jeune, qui aujourd'hui se lance à faire un enfant à 20 ans. La plupart d'entre nous, on est encore en études à ce moment-là. Des études qui, voilà, dans bien des cas, encore une fois, quand je vois le nombre de jeunes qu'on fait végéter au lycée général jusqu'à 17-18 ans, qui ont l'impression de perdre leur temps, ça n'a pas de sens. Je pense que la question de l'allongement des études est vraiment très pénalisant en matière de maternité. Si le travail que nous produisons sur Femélis vous plaît, nous vous invitons à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour faire connaître notre travail, vraiment, nous comptons sur vous. Vous pouvez aussi nous faire un don, toutes les infos sont sous la vidéo. Merci. Et en plus de ça, on peut effectivement penser que 30 ans, c'est déjà tard à un niveau biologique. Mais aujourd'hui, quand on voit certaines célébrités, Virginie Efira ou autres, qui parlent de leur maternité très tardive, à 46, 47, enfin tout un tas de stars, ça donne l'impression aux femmes qu'elles vont pouvoir avoir des enfants très tardivement. Sauf qu'on ne leur dit pas forcément que ça se fait avec congélation d'ovocytes, PMA, etc., que ça ne fonctionne pas toujours. Moi-même, j'ai fait une congélation d'ovocytes, donc je connais la chanson, j'arrive vers mes 38 ans, et j'ai effectivement, moi, l'impression que d'avoir été un peu bernée dans cette culture, dans ce mythe de l'enfant que je pourrais avoir peut-être passé la quarantaine. Et je pense qu'il y a toute une sorte de rééducation à faire et un travail d'honnêteté vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de ces réalités biologiques. Parce que je remarque dans mon entourage, avec mes copines, etc., que ce mur-là, on va se le prendre, qu'on essaye justement à travers une forme de transhumanisme, d'essayer d'écarter notre fenêtre de fertilité au possible, mais que finalement, ce n'est pas les bonnes solutions, qu'il aurait peut-être fallu plutôt nous dire dans la vingtaine que on pouvait avoir des enfants maintenant, d'essayer de chercher des hommes qui voulaient bien s'engager là-dedans plus tôt, et de pouvoir nous rassurer, nous dire qu'on pouvait reprendre nos études, par exemple, après, qu'il y a tout un système, effectivement, à mettre en place, politiquement parlant, pour pas que la solution, ce soit juste la PMA pour toutes, et puis démerdez-vous les filles. Tout à fait, je pense qu'on a beaucoup leurré les femmes dans cette idéologie que vous qualifiez de transhumaniste, qui est de toujours nier un peu les réalités biologiques, penser qu'on va pouvoir s'autodéterminer, jouer avec la nature, repousser les frontières. Bien sûr, les progrès médicaux ont été tellement phénoménaux dans les dernières décennies qu'on a l'impression que ça va être illimité. Mais en fait, dans le cas de la fertilité de la femme, on se heurte effectivement à un mur. Les congélations d'ovocytes sont extrêmement coûteuses. Elles échouent dans une majorité de cas. Les PMA donnent beaucoup lieu à des grossesses gémellaires, ce qui est une difficulté quand même pour les parents, d'avoir systématiquement des jumeaux passés à un certain âge quand on a des enfants. Il faut aussi avoir conscience du fait que les grossesses très tardives augmentent énormément le risque de malformation du fœtus, les cas de trisomie, etc. Donc ça augmente les avortements, les IMG, et c'est quand même une réalité assez terrible, il me semble. Et donc, ce serait effectivement une solution bien plus saine de permettre aux jeunes femmes de les aider à avoir des enfants quand elles sont fertiles. Et notamment, il y a cette question des études. C'est normal que les femmes aient envie de faire des études aujourd'hui, mais il faudrait pouvoir le combiner avec la maternité. Il faudrait pouvoir reprendre ses études après une grossesse. On pourrait envisager des crèches dans les universités, comme ça se fait dans certains endroits en Allemagne. Tout est possible, en fait. La question du mode de garde est toujours centrale. En fait, pour pouvoir faire quelque chose, il faut que son enfant soit gardé. Et il suffit de développer des structures de ce type.
ça n'est pas si impossible que ça d'avoir un enfant entre 20 et 25 ans et de poursuivre une carrière quand on est une femme, je pense. Mais on a fait très peu pour permettre de combiner le travail et la maternité. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé le travail des femmes à l'exclusion de la maternité, en leur faisant croire que plus tard, elles pourraient effectivement... Et dans le fond, pourquoi est-ce que cette question de l'effacement des mères, du fait qu'on écarte les femmes tant que ça de leur biologie, de ce que nous, avec Dora, on appelle leur féminité, dans le fond, pourquoi est-ce que ce sujet, il vous tient tant que ça à cœur? Est-ce que c'est parce que vous considérez que c'est un drame pour les femmes de passer à côté d'une expérience biologique, d'une expérience de vie qui fait quand même l'essence de ce qu'elles sont, quoi. C'est quand même comme ça qu'on définit ce qu'est une femme, sauf malformation, sauf problème de santé, c'est quand même cette capacité à enfanter. Est-ce que c'est, je ne sais pas, par souci patriotique, nationaliste, je ne sais pas, voilà, pour l'amour du pays, pour que la France, je ne sais pas, continue, se repeuple, voilà. Je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport, je sais pas, par rapport à la question des retraites. Dans le fond, pourquoi cette question, elle vous semble tellement importante? Alors, les raisons sont vraiment multiples, vous les avez un peu évoquées. Ça part de tout simplement, comme n'importe quel individu, j'ai envie d'avoir mes conditions d'existence qui s'améliorent. Et dans la mesure où je suis mère, j'aurais souhaité pour ma grossesse précédente et pour d'éventuels futurs que les conditions de la maternité soient meilleures dans mon pays. C'est certain que pour moi, je travaille un plein temps, je paye comme tous les Français une somme d'impôts colossale et on voit que les services publics ne sont pas à la hauteur, ça fait un peu enrager. Ça, c'est le niveau le plus bas, disons, de cette volonté. Ensuite, il y a bien sûr le souci pour la société française et pour le peuple français qui ne se perpétue plus. On voit qu'on a un énorme problème démographique qui pose des problèmes dans la société sur le plan du dynamisme, du financement de nos retraites. C'est un énorme problème, une société qui ne se reproduit pas. Par ailleurs, ça m'attriste de voir le peuple français dégénérer et sombrer dans une idéologie que moi je trouve nihiliste et mortifère en fait, parce que un monde privé d'enfants, un monde où on se dit que c'est mauvais de faire des enfants parce que ça va polluer, c'est un monde nihiliste, c'est un monde privé de joie en fait. Les enfants, c'est l'avenir, c'est la seule forme de futur que nous connaissons en fait. Donc si on ne peut pas se projeter dans un avenir, l'existence est quand même très stérile pour le coup, c'est le mot, je pense. Qu'est-ce que vous pensez de l'expression d'Emmanuel Macron qui parle de réarmement démographique en réaction justement aux chiffres des naissances qui baissent? Est-ce que selon vous, cette expression, elle donne envie de devenir mère, de faire des enfants? Non, pas du tout, effectivement. C'est caractéristique des éléments de langage de notre président. Donc, c'est du langage technocratique qui est là, je pense, essentiellement pour ne pas utiliser les termes qui sont tabous de politique nataliste ou politique familiale. Il a voulu dire la chose, il a voulu dire en gros, ce serait peut-être bien qu'on fasse un peu plus d'enfants, mais sans prononcer ces mots qui sont effectivement tabous parce que, je le mentionne dans le livre, dès qu'un député, par exemple, évoque l'idée qu'on pourrait faire une politique familiale, aider les femmes à avoir plus d'enfants, vous avez des féministes comme Sandrine Rousseau qui bondissent de leur siège pour dire « lâchez nos utérus ». En fait, la stratégie des féministes actuelles, c'est de faire semblant de croire qu'on va contraindre les femmes à avoir plus d'enfants. Par une politique. Alors que, bon, c'est pas du tout, moi, c'est pas du tout ce que je demande à titre personnel. On demande simplement d'être aidé quand on veut avoir des enfants. Et c'est très intéressant à ce titre de savoir que le désir d'enfant des femmes françaises est bien plus élevé. C'est un chiffre qu'a cité Emmanuel Macron. Il dit quand même pas que des sottises. Il a cité ce chiffre une fois qui est de 2,4. En fait, les femmes souhaiteraient en moyenne 2,4 enfants. Et elles en ont 1,8. Donc, il y a un désir d'enfant qui ne peut pas se réaliser et c'est ça qui devrait nous préoccuper. Il ne s'agit pas de faire plus d'enfants aux femmes qu'elles n'en souhaitent. Emmanuel Macron se serait opposé à l'idée d'une proposition de mesure datant de 2018 de la Commission européenne dont on parlait dans le livre. Donc il s'agissait de proposer à échelle européenne un congé parental pour les 2 parents qui seraient indemnisés, et cela sur 4 mois, donc plus long que ce qui est proposé actuellement. Mais il a dit que le coût serait insoutenable.
Vous dites que la France a été le pays européen le plus hostile à cette proposition. Donc je vais vous citer. Notre pays qui ne s'oppose pratiquement jamais aux directives européennes, notamment en ce qui concerne les droits des minorités ou des personnes immigrées prétendant que cela lui est impossible, a parfaitement su rester ferme dans son opposition lorsqu'il était question d'améliorer la condition des mères françaises. Alors, pour vous, c'est quoi? C'est une réalité budgétaire ou est-ce que c'est un véritable mépris de la famille? Alors, la politique sociale de la France, globalement, est extrêmement coûteuse. On sait que c'est une part du budget, je crois que c'est 30% du PIB. On est extrêmement dépensier en matière de dépenses sociales. Et on pourrait penser qu'il faudrait faire des économies. Mais on sait qu'Emmanuel Macron, par ailleurs, n'a eu à cœur d'en faire aucune. Ça ne lui pose aucun problème de verser RSA, minimum vieillesse, allocation familiale à des gens qui n'ont pas la nationalité française, par exemple. Il n'y a aucune économie qui n'est faite de ce côté-là. Ça ne lui pose aucun problème qu'on continue de donner des soins médicaux à la terre entière, ce qui cause aussi un encombrement de nos maternités. Ça joue dans les difficultés d'être mère. Donc, je pense que c'est une question de priorité et que la politique familiale n'est clairement pas la priorité d'Emmanuel Macron. Alors, il devait quand même finalement y avoir une réforme de ce type qui arrivait en 2025, mais là, avec le chaos gouvernemental dans lequel on est, je ne sais pas s'il va en être question. L'idée, c'était de réduire le congé parental. Donc, je vous avais dit tout à l'heure on pouvait aller jusqu'à 3 ans très mal indemnisés. L'idée, c'était de permettre aux mères de s'arrêter jusqu'aux 6 mois de l'enfant en conservant vraiment une bonne partie du salaire, ce qui, moi, me paraît très bien. Alors, je ne sais pas si ça va être fait finalement. Je l'espère, mais c'est mal parti pour l'instant. Si on reste sur une question financière aussi, dans votre livre, vous parlez du manque de moyens dans les hôpitaux français. Voilà, vous parlez de maternité tiers-mondisée, de péridurale faite parfois au mauvais moment parce que voilà, il y a un manque de personnel. Vous parlez aussi du taux d'épisiotomie anormalement élevé selon vous en France. C'est donc 26,8% en France contre 4,9% au Danemark. Je ne sais pas si on doit expliquer ce que c'est qu'une épisiotomie. On va peut-être vous laisser l'expliquer. Enfin, moi, quand je pense à la réalité de l'accouchement, le premier truc qui me vient en tête, c'est l'épisiotomie. Je trouve que c'est un truc qui fait... En France, on en parle énormément. Qui fait flipper. Est-ce que tout court, en fait, ça fait flipper d'accoucher en France à cause des conditions, justement, dans les maternités? Eh bien, je pense qu'en fait, pour certaines femmes, ça peut les détourner partiellement de la maternité, en tout cas d'une seconde, quand on a connu un premier accouchement catastrophique. Moi, ça a été mon cas. Je suis arrivée pour accoucher dans une maternité complètement débordée. Il n'y avait pas de chambre d'accouchement disponible pour moi. Je souhaitais avoir une péridurale, mais j'ai été laissée en souffrance pendant à peu près 5 à 6 heures, sans bénéficier de la péridurale. C'était atroce. Dans une chambre avec une autre personne, il n'y avait même pas une blouse à me mettre, en fait. J'étais dans les vêtements dans lesquels j'étais arrivée. Enfin, c'est des petits détails, mais voilà. Parce que la maternité était débordée, qu'on ne pouvait pas me prendre en charge correctement. En ce qui concerne l'épisiotomie, donc c'est une incision faite au niveau du vagin pour permettre la sortie du bébé. Alors moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ce taux est si élevé en France? Alors, bon, les médecins ne le pratiquent pas par méchanceté. C'est en général pour éviter une déchirure qui serait complète, une déchirure beaucoup plus grave. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est, par exemple, au Danemark, où ils ont un système de santé extrêmement performant. Comment est-ce qu'ils arrivent à réduire ce taux d'épisiotomie? Et je me suis demandé si, quand un accouchement est mieux pris en charge, se déroule mieux, est-ce que ça ne permet pas d'éviter certaines épisiotomies? Parce que quand est-ce qu'on en pratique de dilatation du col, non? En fait, je ne suis pas médecin et j'aimerais bien en discuter avec des spécialistes, mais il me semble qu'on en fait une parce qu'il y a urgence à faire sortir le bébé, concrètement. Et cette urgence arrive, il me semble aussi, quand le reste de l'accouchement peut avoir été ralenti, notamment par une péridurale posée trop tard, donc avec des doses trop fortes ou mal posées. On sait que quand même la péridurale ralentit le travail, etc. Au bout d'un moment, le cœur du bébé menace de lâcher, il faut le faire sortir. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là que
de ce fait, on pratique plus d'épisiotomie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit quand on arrive dans une maternité française pour accoucher que les conditions ne sont pas bonnes. Et forcément, on s'interroge parce qu'on nous dit que les femmes françaises ne font plus d'enfants. Et d'un autre côté, les maternités sont débordées. Donc là, ça pose deux questions. C'est celle de la réduction du budget, effectivement, la disparition des maternités de proximité, tout le problème de l'hôpital français qui est dramatique, mais aussi évidemment la question de l'immigration, puisqu'on soigne des tas de personnes immigrées, étrangères. Les immigrées extra-européennes font à peu près le double d'enfants des femmes françaises. Quand vous êtes dans le secteur de la maternité, quand vous allez accoucher, vous voyez bien que vous êtes largement entouré de personnes qui ne parlent pas français, etc. Et voilà, quand vous êtes française, encore une fois, que vous travaillez à plein temps, que vous payez vos impôts, vous ne comprenez pas pourquoi vous devez avoir des conditions d'accouchement dégradées à ce point. Il y a aussi le sujet de la fausse couche qui a longtemps été un énorme tabou. Donc, une grossesse sur 4 se terminerait par une fausse couche. Pendant longtemps, les femmes n'ont eu droit à absolument rien. Voilà, il fallait retourner au travail le lendemain et puis c'était un non-sujet. En 2024, Elisabeth Borne a quand même introduit un congé de 3 jours après fausse couche. C'est un bon début, non? Oui, ça c'est clairement un progrès. Moi, j'ai encore connu la période voilà, où si vous aviez une fausse couche, encore une fois, ensuite, si on réclame, on obtient en général de la part des médecins, mais c'est assez douloureux en fait que ça ne soit pas automatique, que lorsque vous avez une fausse couche, a priori, on ne voit pas le problème pour que vous retourniez au travail le lendemain. Même chose quand vous avez un fort risque, par exemple des saignements très importants pendant le premier trimestre, etc. On va vous dire le fait de travailler ne change pas grand-chose à votre risque de faire une fausse couche. Vous pouvez continuer de travailler, sauf qu'en fait, pour une femme, c'est extrêmement douloureux d'être à son travail, potentiellement de faire sa fausse couche au travail. Concrètement aussi, il faut bien s'en rendre compte. Et là aussi, il y a quand même une absence de sensibilité du corps médical, moi je trouve, qui vous parle d'un œuf que vous allez peut-être perdre de manière très froide. Bon, ensuite, ce sont des médecins, c'est normal aussi. Mais encore une fois, à force de se focaliser sur le fait que la femme était au travail et que la maternité ne devait pas venir entraver cela, on devient un peu barbare, en fait, et insensible aux souffrances que les femmes peuvent connaître dans le cadre de la maternité. Dans votre livre, vous abordez la question de l'avortement. Vous dites que beaucoup de femmes avortent par manque de choix, par manque d'argent, et que finalement, elles paniquent peut-être à l'idée de pas pouvoir conserver leur travail. Quelle solution est-ce que vous estimez qu'on devrait proposer à ces femmes pour éviter justement ces avortements-là qui ne sont pas toujours voulus? Et qu'est-ce que vous pensez de la question de l'avortement de façon plus générale? Alors, c'est un vaste sujet. Je pense qu'il y a le débat a été rendu quasiment impossible sur cette question en France. Il y a vraiment une hystérisation à cause, je pense, du modèle américain aussi. On a l'impression en fait que si on critique un petit peu le rapport qui est aujourd'hui le nôtre à l'avortement, on est forcément un pro-life favorable à une interdiction totale de l'avortement, etc. Moi, à titre personnel, je pense que l'avortement doit être légal, du moins dépénalisé. Ce n'est pas parce que je trouve qu'il y a un nombre excessif d'avortements en France à l'heure actuelle que je suis pour qu'on revienne aux avortements clandestins. Je veux dire, c'est une réalité. Il y aura toujours des femmes qui connaîtront des accidents. Il faut que ça soit pris en charge par un cadre légal. Ça, c'était pour vous poser la chose quand même, parce que très souvent, il y a un malentendu. En fait, dès qu'on critique un petit peu l'état de la société sur cette question, on nous prend pour quelqu'un qui veut interdire l'avortement. À l'heure actuelle, il y a 230 000 avortements par an en France. Ça veut dire concrètement qu'il y a un enfant sur 4 conçu dans ce pays qui est supprimé, enfin un enfant à venir. Voilà. Donc c'est colossal. Ça n'est pas une fatalité dans une société développée parce que par exemple, si on prend le cas de l'Allemagne, qui a une population supérieure à nous, ils sont, je crois, à moins de 100 000, 80 000 avortements par an, je dirais, ou 90 000. Donc, il y a une question de regard sur la chose et de discours et de choix des mots.
En fait, il me semble qu'on a fait de l'avortement, en particulier les féministes, une sorte de totem. Il est devenu le symbole de la liberté de la femme, de la liberté sur son corps, de la liberté dans sa vie. Et donc, on associe essentiellement l'avortement à des notions positives, justement de liberté, d'autonomie, etc. Et ça me pose un problème parce que, par exemple, ça s'écarte complètement de la lettre de la loi Veil. Il faut rappeler que dans la loi Veil, il était écrit que l'avortement devait rester un ultime recours pour les situations sans issue. C'est pas écrit que c'est une liberté merveilleuse pour les femmes. C'est écrit que voilà, c'est vraiment quand il n'y a plus d'autre solution, on a recours à un avortement. Et on a complètement basculé dans un autre état d'esprit. Et moi, ça me pose un problème, effectivement, qu'aujourd'hui, alors à la fois, il y a cette question, je vais y revenir tout de suite, des avortements qui me semblent pas forcément choisis, et de filles qui pourraient aussi recourir à l'avortement quasiment comme un mode de contraception, comme un autre. Il y a une sorte de banalisation, d'indifférence. Le fait que l'avortement... Alors, il y a la question du remboursement aussi. Le fait que le 3e, le 4e avortement soit remboursé. Je trouve que quand on est né à son 3e avortement, on n'est plus quand même dans l'accident. Alors après, c'est des discussions complexes, etc. Mais je sais par des témoignages de médecins que c'est des choses quand même qui arrivent régulièrement, des femmes qui voilà, avortent 3-4 fois simplement parce qu'elles n'ont pas envie de s'occuper de leur contraception. Il me semble que dans un pays où voilà, la contraception est entièrement gratuite, où il en existe Après, il y a des différents problèmes, modes. il y a des femmes qui ne la supportent pas. Bien sûr, mais il n'y a pas que la pilule, par exemple. Je sais que Bon, après, il y c'est a les compliqué. capotes, ça existe. Hein, Voilà, d'accord. c'est pas très drôle. C'est pas le plus drôle, Non, le mais préservatif, mais il y a des tas de modes de contraception. Il y a des stérilés. Dans les pays étrangers, les femmes mettent beaucoup plus facilement des stérilés. Oui, Ça bien, évite, il y a la symptothermie aussi. Il y a des méthodes naturelles. Comme quand on connaît bien son cycle, on peut quand même tout à fait. relativement Les gens, éviter. autrefois, n'étaient pas condamnés non plus à avoir des enfants chaque fois qu'ils faisaient l'amour, hein, c'est certain. On peut... voilà. En tout cas, il me semble que c'est important d'essayer de faire en sorte de l'éviter. Voilà, par exemple, moi, je ne dis pas ce que j'aurais fait à 20 ans si je veux donner de leçons à personne. Je dis simplement que j'ai organisé ma vie de telle sorte que ça ne m'arrive pas, que je n'ai pas à commettre cet acte, parce que malgré tout, on peut avoir des débats sans fin sur qu'est-ce qu'on a dans le ventre à ce moment-là. Est-ce que c'est déjà un enfant? Est-ce que c'est vraiment une personne humaine? Dans tous les cas, c'est une vie. C'est un être vivant en devenir, parce que si on le laisse se développer, ça deviendra un être humain. Et comme le rappelait systématiquement le généticien Jérôme Lejeune, qui militait fortement contre l'avortement, l'ADN de ce qu'il y a dans votre ventre n'est pas l'ADN d'un cochon ou d'un singe, hein, c'est l'ADN d'un être humain. Donc c'est une vie humaine malgré tout. Même si on peut dire que ça n'est pas encore une personne ou un enfant, c'est une vie humaine, un être humain en devenir, donc c'est forcément un acte moral très lourd de le supprimer. Alors pour ce qui est des solutions autres que l'avortement qui pourraient être proposées aux femmes, effectivement je pense qu'il n'y a pas assez d'offres de choix entre guillemets. C'est-à-dire que si effectivement vous êtes en études à 20 ans que vous avez un accident, c'est la catastrophe, quoi. La société, et c'est ce qu'on dit depuis le début, n'aide pas du tout la maternité. Vous savez que ça va rendre quasiment impossible vos études. C'est un très gros problème. Donc, il faut une politique familiale digne de ce nom, encore une fois, avec des structures d'accueil, des aides, des allocations. Il faut revenir à des allocations universelles aussi, hein, parce que François Hollande a fait des allocations familiales une question sociale, puisque c'est en fonction du niveau de revenu maintenant qu'on a des allocations familiales, sachant que quand vous êtes dans la classe moyenne, que vous travaillez, que vous gagnez à peu près votre vie, vous n'avez droit à rien. Donc, ça rend les conditions matérielles très, très compliquées. Je pense qu'une politique familiale pourrait aider certaines femmes à pouvoir garder leur enfant quand elles le souhaitent. Vous dites aussi qu'il n'y a actuellement pas vraiment de liberté de penser autour de ce sujet en France, car il serait interdit de produire des contenus qui pourraient être perçus comme un délit d'entrave à l'avortement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas, par exemple, avoir un site internet qui critiquerait l'avortement, qui proposerait aux femmes d'autres options. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ce délit d'entrave à l'avortement? Bah, c'est ça. En fait, ce qui est compliqué à l'heure actuelle, c'est que, imaginons typiquement le site catholique qui va être plein de témoignages de femmes qui ont avorté, pour lesquelles ça s'est très mal passé.
qui va essayer de proposer d'autres solutions, peut assez rapidement tomber sous le coup du délit d'entrave à l'avortement, puisque par un raisonnement simple, on va dire, voilà, on présente les côtés négatifs liés à l'avortement, donc on exerce une pression sur les femmes pour qu'elles n'avortent pas. Par exemple, s'il y a des personnes qui conseillent par téléphone ou sur Internet, en essayant de détourner une femme du fait d'avorter, ça peut tomber sous le coup de ce délit d'entrave. Même si c'est juste du renseignement? Alors je pense que c'est très délicat, justement, c'est tout l'art de la manipulation d'une telle loi, de la création d'un tel délit, c'est de faire la part entre des gens qui vont avoir une emprise, qui vont exercer une pression, et d'autres qui vont effectivement simplement donner des renseignements. De fait, et c'est comme sur la question trans, quand vous cherchez sur Internet des renseignements sur l'avortement, vous n'avez que des choses qui vous incitent à y recourir. En fait, il n'y a pas de choix éclairé. C'est-à-dire que demain, je tombe enceinte, je ne sais pas si je veux avorter ou je veux me renseigner sur voilà, les aides que je pourrais avoir si je ne suis pas dans une situation, enfin si par exemple je suis dans une situation de précarité, je ne peux pas faire un choix éclairé en France aujourd'hui. C'est ça. Et il me semble que tout le cadre justement, parce qu'auparavant il y avait un certain délai de réflexion qui était imposé, je crois que les médecins devaient donner une information alors je crois que c'est encore le cas. Les médecins doivent encore donner une information quand même scientifique sur l'avortement, les éventuelles conséquences. Mais par exemple, je pense que sur les solutions alternatives, il n'y a pratiquement rien, mais c'est aussi parce qu'elles sont très peu développées en France. Donc oui, ça c'est un problème. Je pense qu'une fille aujourd'hui très jeune qui se retrouve enceinte va se retrouver assez démunie. Toute la société elle va être sur un boulevard vers l'avortement en fait. Il y a aussi une autre chose que vous dites dans votre livre qui m'a marquée. Vous dites que ça vous pose problème que l'IVG soit passé de 12 à 14 semaines de grossesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que moi, c'est vraiment un truc, j'ai trouvé que c'était un argument que je ne connaissais pas. Oui, c'est vrai que je me suis fait la réflexion. J'ai lu des articles en fait sur le fait qu'en Angleterre, il y avait une recrudescence des avortements sexo-sélectifs. Donc il faut savoir que dans certaines cultures, il y a une habitude traditionnelle de l'infanticide des filles. Et en fait, maintenant, ça se pratique sous la forme d'avortement dans certains pays. Donc je lisais ces articles voilà, sur l'Angleterre, où notamment dans certaines communautés, on supprime les filles en fait, par avortement. Et je me disais, c'est quand même très paradoxal parce que les féministes militent pour qu'il y ait toujours une extension du délai autorisé pour l'avortement. Et elles viennent de permettre qu'on fasse en France des avortements après 12 semaines. Or, c'est à ce moment-là qu'on peut savoir le sexe, en fait. Donc, c'est la porte ouverte à des avortements selon le sexe de l'enfant. Et alors, donc, il y a cette question d'avortement sexo-sélectif qui serait essentiellement au détriment des filles. Donc, c'est très paradoxal parce que c'est une élimination des filles qui serait permise par un militantisme féministe. Mais je pense aussi qu'il y a un danger qui nous guette. Comme on est de plus en plus consommateurs dans le rapport à l'enfant, globalement dans nos sociétés, on voit qu'aux États-Unis, il y a des parents qui essaient d'influencer la couleur des yeux, etc. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des parents qui pratiquent des avortements en fonction du sexe qu'ils désirent obtenir? C'est un danger, en tout cas qui est permis maintenant par l'allongement du délai à 14 semaines. Donc Ève, merci pour cet entretien. Nous rappelons aux personnes qui regardent qu'elles peuvent se procurer votre livre « L'effacement des mères, du féminisme à la haine de la maternité », paru aux éditions L'Artilleur. Merci encore. Merci beaucoup. Si vous êtes encore là, c'est que le contenu qu'on produit vous plaît. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous. Partagez cette vidéo autour de vous, likez-la et surtout, par-dessus tout, abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous nous soutiendrez, plus on pourra en fait continuer à produire des vidéos. C'est vraiment quelque chose qui va ensemble, main dans la main. Donc s'il vous plaît, faites cet effort-là, ça changera tout pour nous. On compte sur vous et puis si vous avez envie, vous pouvez en plus de ça nous faire un don. Les infos sont sous la vidéo. Merci et puis surtout à bientôt.